Les gens qui font un burn-out, ce n'est pas de leur faute. Et c'est le premier message que j'ai à dire. Si vous faites un burn-out, ce n'est pas de votre faute. C'est parce que vous prenez les choses à cœur, que vous voulez bien faire. Les gens qui n'ont rien à faire des autres, qui sont égocentriques, ne font pas de burn-out. Donc, c'est très important parce que je trouve qu'on a un discours beaucoup trop culpabilisateur. Il y a tout un discours psychologisant qui montrerait que si on fait un burn-out, c'est de ma faute, c'est parce que je ne fais pas assez bien, sans voir que c'est parce qu'on veut trop bien faire qu'on fait un burn-out. Tout le monde a besoin d'être reconnu. Et le burn-out, toutes les études le montrent, les études qui ont été faites de manière vraiment précise, montrent que le burn-out vient d'abord d'une crise de la relation. Ce n'est pas l'intensité du travail qui crée le burn-out d'abord, c'est le fait que j'étouffe. Je peux plus. Je peux plus. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas reconnu. Mon travail perd son sens. Quelque chose devient absurde. Quelque chose devient dur. Et c'est très étrange qu'on ait du mal à le comprendre, alors que c'est l'évidence. Le burn-out est une maladie sociale. Ce n'est pas une maladie psychologique, c'est une maladie sociale. Quand on est reconnu dans un environnement sain, avec des moyens de faire son travail, on ne fait pas un burn-out. Donc là, c'est important de réussir à repérer l'inhumanité structurelle dans laquelle nous sommes. C'est le poids qu'on devrait être parfait, qui nous tue et qui va entraîner le burn-out. C'est pas qu'on est faillible qui entraîne le burn-out, c'est le fait qu'on s'en veut d'être faillible qui entraîne le burn-out. J'ai demandé à Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Rebecca. Alors pour cet épisode, on va parler du burn-out. C'est un sujet dont tu parles beaucoup dans tes livres, dans tes conférences et dans tes cours. C'est un sujet auquel tu es très sensible et on a reçu beaucoup de témoignages de personnes qui ont des proches en burn-out ou qui sont dans cette situation-là. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut parler du burn-out ? La première raison, c'est parce que c'est une hémorragie qui nous saisit collectivement tous. Que le nombre de gens qui font un burn-out, toutes les études montrent que c'est phénoménal. Et donc je dirais, en tant que philosophe, ce qui est important, c'est de penser les problèmes de notre temps. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que j'ai l'impression que tout ce qu'on raconte sur le burn-out est souvent à côté de ce qui fait problème. C'est-à-dire, ma conviction, depuis longtemps, c'est que, les gens qui font un burn-out, ce n'est pas de leur faute. Et c'est le premier message que j'ai à dire. Si vous faites un burn-out, ce n'est pas de votre faute. C'est parce que vous prenez les choses à cœur, que vous voulez bien faire. Les gens qui n'ont rien à faire des autres, qui sont égocentriques, ne font pas de burn-out. Donc, c'est très important parce que je trouve qu'on a un discours beaucoup trop culpabilisateur. Il y a tout un discours psychologisant qui montrerait que si on fait un burn-out, c'est de ma faute, c'est parce que je ne fais pas assez bien, sans voir que c'est parce qu'on veut trop bien faire qu'on fait un burn-out. Donc on aura l'occasion d'en reparler en fonction des questions. Mais disons, voilà, ça c'est un des axes de ma réflexion. Et le deuxième axe, on n'est pas responsable, mais on est prisonnier de l'idéologie de notre temps qui nous fait croire que le jour où je contrôlerai tout, alors ça sera bien. Et là, toute l'expertise que je peux avoir, là plutôt par l'expérience de la méditation, montre que le contrôle ne fonctionne absolument pas, ne nous aide absolument pas, mais nous rend fous. Donc voilà un peu deux axes deux axes et la réalité. Je pense qu'être philosophe, c'est se confronter à la réalité de ce qui se passe, qui m'ont conduit à explorer le burn-out dès déjà Foutez-vous la paix. Est-ce qu'on peut dire que Foutez-vous la paix, c'était une réponse à ce problème du burn-out? Alors si tu veux bien, j'ai un long témoignage qui est assez complet, donc je me disais que c'était intéressant de le lire en entier, et si tu veux bien le commenter. Oui, je crois que tu as raison, parce que je pense que c'est vraiment important d'abord de dire de quoi on parle, et de décrire ce que c'est le burn-out pour que chacun d'entre vous puissiez reconnaître.
Et c'est très important parce que souvent, quand on fait un burn-out, on ne s'en rend pas compte, on a l'impression qu'on est le seul à le vivre, et de voir qu'on passe tous exactement par les mêmes étapes permet de comprendre que, voilà, que ce n'est pas notre faute, que c'est vraiment un mécanisme dont on est victime. Bonjour Fabrice, je me suis réorientée il y a 10 ans vers les ressources humaines et toutes les portes se sont ouvertes facilement. Je fais une formation, trouve un emploi rapidement, mon employeur est content de moi, même très content, et je fais de mon mieux pour m'adapter, mais au fond, j'ai toujours eu le sentiment de ne pas être à ma place. Je suis nouvelle dans ce métier par rapport à d'autres qui ont toujours fait ça, et je découvre un nouvel environnement qui me semble être une autre planète. Une grande multinationale au fonctionnement assez complexe. Mais j'apprends vite, je fais des efforts pour m'intégrer, et ça paye, car on me fait de plus en plus confiance. J'ai quand même du mal à croire qu'il soit si content de moi, alors que je me sens souvent en décalage. Je ne dis rien, je me dis qu'à la longue, je vais finir par me sentir plus à l'aise. Et puis j'ai besoin de gagner ma vie. Ma première responsable est géniale, j'aime sa façon de faire ce métier, humaine et intelligente. Bon, là, on voit qui est important, c'est que la personne, elle est très motivée. Mais elle a un sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime. Et je crois que ça, c'est... ça, il faut explorer ça. Pourquoi on ne se sent pas à la hauteur? Et là, je renvoie à tout ce que j'explique souvent sur comment retrouver confiance en soi. Et là, voilà, ça c'est vraiment important. Comment avoir confiance et comprendre que le fait qu'on ne se sente pas légitime n'est pas opposé à la confiance. Que là, il y a une illusion. C'est-à-dire, l'illusion, c'est je devrais être complètement à l'aise. Mais personne n'est jamais complètement à l'aise. C'est fondamental. Dans n'importe quel travail qu'on a, moi le premier, des jours, on se demande, mais est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça? C'est pas un problème. Elle le prend un tout petit peu trop comme un problème, parce que le poids de la norme est trop fort. Donc je propose déjà un petit déplacement de réflexion. On pourrait croire dans le témoignage qu'on a entendu que le problème, c'est qu'elle n'a pas vraiment confiance. Non, le problème, c'est croire que le fait qu'elle n'a pas confiance est un problème. Alors ça, c'est vraiment surprenant. Donc toi, tu dis, on n'a pas confiance quand on cesse d'être mal à l'aise. En d'autres termes, on peut être mal à l'aise et avoir confiance quand même. Exactement, c'est même la vérité. On prend un grand comédien. Un grand comédien, il a un peu le trac. C'est pas parce qu'il a le trac qu'il n'est pas un bon comédien. Donc ce fait qu'on est... Heureusement, moi je trouve que c'est même assez sain. C'est assez sain que quelqu'un qui est médecin se dise à des moments, mais est-ce que je suis vraiment légitime? C'est ça qui va lui permettre d'apprendre davantage, de se poser davantage de questions. Le jour où on confond la confiance et une idée que nous avons de quelqu'un qui serait complètement sûr de lui, mais ce serait extrêmement angoissant. Quelqu'un qui serait toujours sûr de lui, c'est-à-dire qui n'accepterait pas la critique, le fait de se remettre en question, le fait qu'on peut progresser. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est tout à fait ça. Moi, j'aime être entouré de gens qui sont prêts à se remettre en question. Donc là, je dirais que c'est ça. Déjà là, il y a un refus d'acceptation du fait qu'elle est vulnérable. Mais on est tous vulnérables. Au fond, on pourrait dire ça. Elle se sent vulnérable dans le boulot et elle a l'impression que c'est une faute. Et c'est ça qui est important de souligner, parce que c'est le poids de la norme, c'est le poids qu'on devrait être parfait, qui nous tue et qui va entraîner le burn-out. C'est pas qu'on est faillible qui entraîne le burn-out, c'est le fait qu'on s'en veut d'être faillible qui entraîne le burn-out. Et donc on voit déjà là le germe du problème. Donc je redis, le germe du problème, c'est l'inverse de ce qu'elle croit. Elle croit que le problème, c'est qu'elle n'a pas confiance. Le problème, c'est qu'elle croit qu'elle devrait être parfaite et que le fait de ne pas avoir pleinement confiance est une faute. Être confiant, avoir confiance, c'est être en paix avec le fait qu'on est des êtres humains, donc imparfaits, incertains, faillibles, et donc qu'on peut progresser. Si on avait absolument confiance au sens de la certitude, nous ne pourrions plus progresser. Nous ne pourrions plus écouter la moindre critique. Donc ce serait terrible. Et ça nous donne déjà un certain sens de solidité et de sécurité, Oui. de se foutre la paix en fait par rapport au fait que... Voilà, qu'on est tous un peu pas certains d'être parfaits. Ben oui, on n'est pas certain d'être parfait. Donc on dit, mais de quel droit je prends la parole? De quel droit je fais ça?
Et c'est ça. C'est ça, il faut faire la paix avec ça. Alors on va continuer. Ma première responsable est géniale, mais elle fait un burn-out et me met en garde car elle voit en moi une tendance à trop m'investir qui pourrait me nuire. Je pense que je sais mettre des limites. J'ai toujours veillé à respecter un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Je me retrouve un peu orpheline après son départ et dois m'adapter à une nouvelle responsable très froide et calculatrice. Elle ne me donne aucune reconnaissance, me parle sur un ton infantilisant et j'ai l'impression de devoir déplacer des montagnes pour avoir un petit signe d'encouragement. Je m'épuise à faire mes preuves et à douter de plus en plus de moi. Alors là, c'est très important. C'est extrêmement important. Et on voit bien dans le témoignage que la personne ne voit même pas elle-même ce qui est en train de se passer. Parce que le problème, c'est le besoin de reconnaissance. Et là, il faut dire des choses essentielles. Le besoin de reconnaissance est fondamental. Tout être humain a besoin de reconnaissance. Là aussi, je m'oppose à tout un discours que le besoin de reconnaissance serait égocentrique, serait lié à une faille narcissique, serait un problème. Non, nous avons tous, mais c'est fondamental, besoin d'être reconnus parce que nous sommes des êtres sociaux. Et tout le monde a besoin d'être reconnu. Et le burn-out, toutes les études le montrent, les études qui ont été faites de manière vraiment précise, montrent que le burn-out vient d'abord d'une crise de la relation. Ce n'est pas l'intensité du travail qui crée le burn-out d'abord, c'est le fait que j'étouffe. Je peux plus. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas reconnu. Mon travail perd son sens, quelque chose devient absurde, quelque chose devient dur. Et c'est très étrange qu'on ait du mal à le comprendre, alors que c'est l'évidence. Quand on se sent reconnu, quand on sent qu'il y a de l'émotion, et même, je dirais, au risque de choquer de l'amour, ben voilà, on arrive très bien à travailler très dur. Ce n'est pas la dureté du travail qui crée le burn-out. Et donc là, c'est intenable, parce que ça crée une panique constante. Donc là, la personne est en train de montrer comment le manque de reconnaissance, la dureté, le fait qu'elle est réduite au fond à une sorte d'algorithme, de variable, elle est déshumanisée. C'est la déshumanisation qui crée le burn-out. Donc ça, c'est vraiment important. C'est la déshumanisation qui crée le burn-out. L'intensité de travail, si elle est vraiment humaine, elle peut nous épuiser, mais elle ne conduit pas à la crise du burn-out. Et donc là, on voit bien quand je dis que les gens qui font un burn-out, ce n'est pas de leur faute. Là, elle est vraiment victime d'une profonde inhumanité. Et alors, ce n'est pas seulement l'inhumanité de la personne, c'est l'inhumanité du système. C'est très important de dire. Il y a une inhumanité du système, il y a une unité du système de management, et c'est ça qui rend la chose terrible. C'est que la personne est inhumaine, pris dans le mécanisme général du management qui est profondément inhumain et absurde. Parce que c'est ça aussi qu'il faut souligner, c'est que le management actuel, sous prétexte de rationalité, est complètement absurde. Les open space, c'est complètement absurde. Tout le monde sait que c'est une douleur, ça détruit la possibilité de se ressourcer, de passer des coups de fil quand on a le nombre de boulots où on doit passer des coups de fil, on ne peut plus les passer, il faut aller dans ce qu'on appelle des pièces réservées, des cocons coupés de son bureau. Enfin, tout ça est absolument d'une brutalité. Et donc, je crois que le burn-out vient de la violence que les gens subissent et pas d'une faille personnelle. Et la question de la reconnaissance, qui est une notion centrale en sciences sociales, qui a été beaucoup pensée par l'école de Francfort, donc, et on peut dire même philosophiquement, déjà à partir de Hegel, en philosophie, Hegel remarque que l'être humain n'est pas une subjectivité fermée sur elle-même, mais est toujours dans un rapport à l'autre, et que la question de la reconnaissance est la question fondamentale. Et au fond, toute la question de ce que les gens entendent par la dialectique et tout ça, c'est la question de « je ne suis que par rapport à quelqu'un qui m'amène une contradiction, qui me pousse à me manifester ». Et c'est ça la reconnaissance, c'est ce « je » où je suis amené à moi-même. Et l'enfant, s'il n'est pas reconnu, il ne peut pas vivre, il ne peut pas grandir. Donc c'est très très important d'insister sur ce point.
Tu fais vraiment bien de l'insister parce qu'on vit vraiment dans un monde où on a l'impression d'être des petites étoiles solitaires qui devons nous ressourcer tout seuls, trouver de la force toute seule, et qu'il y a quelque chose qui est devenu étonnamment honteux en fait de chercher de l'affection, de chercher de la reconnaissance comme tu le dis, alors que c'est indispensable. Indispensable. Et s'il y a des managers qui nous écoutent, la question de la reconnaissance est une des questions fondamentales de ce que devrait être un manager. C'est quelqu'un qui devrait apprendre à reconnaître les gens avec lesquels il travaille. On va poursuivre. D'autres collègues ne semblent pas souffrir. Au contraire, ils progressent dans leur carrière de manière tout à fait détendue, alors que je rame dans mon coin. Je n'ose pas demander de l'aide, je me sens tellement différente des autres, et j'ai peur d'être démasquée. Je m'accroche, j'essaye de retrouver ma motivation par moi-même. Là, je peux faire juste un commentaire. Ça, c'est l'illusion fondamentale que tout le monde a. Tout le monde croit que tout le monde réussit, sauf moi. Mais quand on voit les pourcentages de burn-out, ça va toucher plus de 30% des travailleurs. Donc, c'est absolument une illusion. Moi, je m'amuse beaucoup quand j'enseigne la méditation de constater que tout le monde a l'impression que tout le monde réussit à méditer, sauf eux-mêmes, et tout le monde pense la même chose. Donc là, on voit vraiment l'illusion qui vient de ce qu'on a décrit avant. Comme on est isolé en nous-mêmes, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur et que les autres vont bien. En fait, tout le monde souffre de cette situation, mais juste on n'a pas le droit d'en parler. C'est vraiment un tabou. Et donc là, ce qu'elle éprouve, c'est plus le tabou que tout le monde a de dire quelque chose. Et je suis sûr que peut-être son collègue était en train de faire un burn-out aussi, mais voyait qui disait rien, qui faisait tout dans son coin, en disant « Waouh, elle est super forte, elle », et ne voyait pas du tout la catastrophe qu'elle était en train de vivre. Finalement, je me dis que je ne travaille pas pour ma responsable, mais pour l'ensemble des collaborateurs qui m'apprécient, pour des projets qui m'intéressent. Mais le manque de reconnaissance me pèse toujours. Je me dis que c'est une preuve de faiblesse de ma part que d'avoir autant besoin d'encouragement. J'ai même l'impression qu'on me fait sentir que c'est un manque de maturité. C'est vrai, on voit là le renversement radical. Là, on voit vraiment comment il y a une idéologie qui nous conduit à nous sentir responsables d'un besoin absolument légitime. Et au lieu de voir l'inhumanité du système, on a l'impression que c'est nous qui sommes en faute. C'est dingue. Il faut vraiment changer complètement de manière de comprendre le travail et la situation de souffrance que les gens vivent. Elle poursuit en disant que peu à peu, je gagne la confiance de ma nouvelle responsable. Mais l'ambiance est de plus en plus cynique, les licenciements collectifs se succèdent. Mes collègues RH ne montrent aucune empathie pour les gens qui perdent leur travail du jour au lendemain. J'espère presque être licenciée, mais je suis quand même soulagée quand on me dit que mon poste ne va pas disparaître. Au contraire, on a besoin de moi. Je suis soulagée d'avoir cette sécurité financière, mais j'ai de plus en plus de problèmes de sommeil. J'aimerais partir de cette entreprise, mais je ne sais pas où aller. Je n'ai pas l'énergie d'envoyer un CV, de faire des entretiens. D'ailleurs, si c'est pour faire la même chose ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Alors je reste. Là, on voit très bien que, à ce stade, la personne a déjà perdu de la force. Donc elle peut plus vraiment déjà avoir le recul et la puissance de voir une alternative. Donc elle s'en veut de ne pas trouver une alternative, mais elle n'a plus la force de trouver une alternative. Parce que chercher un autre boulot, ça demande de la force, et là, elle commence déjà à être en mode de survie. Et un autre point très important qu'elle souligne, c'est le sentiment que ça n'a plus de sens, qu'il y a quelque chose qu'elle travaille, non pas pour construire le bien, pour construire un bien commun, mais que ce qu'elle fait n'a pas vraiment de sens. Et là, c'est une souffrance affreuse. On travaille et on sent que ce qu'on fait ne fait pas du bien. Et là, je pense aussi, un de mes désaccords avec la plupart des analyses, c'est que je crois que tout le monde a envie que son travail ait du sens et soit bénéfique. Et c'est une douleur réelle de sentir que notre travail ne construit pas quelque chose de bien. En vérité, quand les gens disent « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? J'ai envie de faire ceci ou cela », c'est parce qu'on a envie d'apporter notre contribution à ce monde. Et ça, c'est pas respecté. Et c'est très très important. On a envie que ce que l'on fasse, fasse du bien.
Donc là, elle n'est plus ressourcée dans son travail. Donc d'abord, elle n'était pas reconnue, et maintenant, elle n'est pas ressourcée parce qu'elle sent que ce qu'elle fait n'est pas bien. Donc il y a quelque chose qui la ronge de l'intérieur. Ce qui la ronge, ce n'est pas l'intensité du travail. Ce qui la ronge ici, c'est que ce qu'elle fait n'est pas fécond. Et ça la ronge. Et ça, c'est une douleur, mais on se lève le matin et on sent qu'on va faire du mal, qu'on va licencier des gens. Donc, soit on se déshumanise, soit on souffre. Et heureusement, la personne, là, choisit de rester humaine plutôt que de se déshumaniser. Donc, heureusement, parce que quand on se déshumanise, c'est la mort psychique qui arrive. Donc là, il y a quelque chose se préserve en elle. Mais là, elle a perdu le contact avec quelque chose de l'intensité de la vie. La vie s'est restreinte. Et le burn-out, c'est ça, c'est d'un seul coup, la vie s'est restreinte. Elle poursuit en disant « J'espère un changement en interne, mais à part une nouvelle responsable qui mélange les genres entre vie privée et vie professionnelle, qui est plus sympathique mais moins compétente que les précédentes, je perds de plus en plus pied. Je continue alors de faire ce qui me semble juste, même si je me sens de plus en plus isolée. » Là, c'est très important, le manque de compétences, c'est aussi profondément destructeur. Et on ne le dit pas assez. Mais travailler avec quelqu'un qui n'est pas compétent, c'est affreux. Moi, je trouve que c'est un des problèmes majeurs, de travailler avec des gens incompétents. Parce que ça bloque, ça empêche et on est encore une fois dans une sorte de dichotomie. C'est vraiment ce que l'école de Palo Alto appelle le double bind. L'école de Palo Alto, c'est cette école qui, dans les années 60, a travaillé à remarquer comment des situations sociales entraînent une sorte de folie de l'individu. L'individu ne peut pas faire face à une situation donnée. Et il remarque que ce qu'on appelle en anglais double bind, le fait d'avoir deux injonctions contradictoires rend fou, parce qu'on essaye de répondre à deux choses en même temps. Et là, on voit bien, quand quelqu'un est incompétent, il demande d'être compétent, mais par son incompétence, il nous empêche d'être compétent. Donc on n'y arrive pas. Et c'est très important parce qu'on a l'impression que la souffrance, elle est forcément émotionnelle ou psychologique. C'est-à-dire, quelqu'un est gentil, on se sent bien, quelqu'un n'est pas gentil, on se sent pas bien. Mais ce n'est pas si vrai. Moi, dans ma vie, j'ai préféré travailler avec des gens qui étaient parfois durs, mais qui étaient compétents, que travailler avec des gens plus gentils, mais incompétents. Je trouvais que ça créait plus de problèmes, de souffrances et de difficultés. Moi, je n'ai pas tellement envie d'avoir un manager du reste bienveillant, j'ai envie d'avoir un manager compétent. Parce que quand il est compétent, ça va, on se débrouille. On peut faire face à ces sauts d'humeur ou tout ça, sauf si vraiment ça devient très très malsain. Mais sinon, on y arrive, parce qu'il y a le même souci de faire avancer les choses, de réaliser des projets, d'aider la situation, de construire ensemble. Donc là, je pense que c'est une nouvelle étape de souffrance. Alors, je pense que c'est vraiment la première fois que j'entends le manque de compétences comme cause de souffrance. C'est... Par exemple, tu es malade, tu vas chez un médecin qui est incompétent, tu sors, tu sens que le médecin était incompétent, tu te sens encore plus angoissé que tu étais et tu ne sais plus quoi faire. Et là, c'est vraiment une souffrance. Et tu as un médecin qui est un peu froid, mais vraiment compétent, qui pose les bonnes questions, qui fait les bons examens, qui dit vraiment ce que tu as, mais tu t'en fous. Tu es juste reconnaissant, tu as juste envie de l'embrasser. Donc dans la vie, c'est pareil pour tout. Oui, tu as raison, c'est très étonnant qu'on ne parle pas assez de ça. Mais la compétence, c'est formidable. Et puis un soir, je me sens tellement vidée après ma journée de travail. Je me dis que je dois économiser mes forces, que j'en fais peut-être trop. Le lendemain, j'annule aussi mon activité après le travail pour me reposer. Et le surlendemain, après une énième mauvaise nuit, je pars travailler avec un réservoir d'énergie à plat. Je travaille sur un dossier dont personne ne voulait s'occuper, et là je sens mon ventre se nouer. Je ne comprends pas tout de suite ce qui se passe. J'appelle une amie qui me dit de rentrer chez moi tout de suite et d'appeler mon médecin. Ma tête me dit « je vais quand même finir ma journée », mais mon amie insiste. C'est tellement étrange de rentrer chez soi à 10h du matin. Mon médecin m'arrête pendant 1 mois, puis 2, puis 3. J'essaye de ne plus penser à mes dossiers urgents et importants.
Je dois tout lâcher, changer de rythme. J'ai un sentiment d'échec, mais je n'ai pas assez d'énergie pour m'en vouloir. J'accepte de me laisser tranquille et de faire confiance au temps. Donc là, tout le monde se reconnaît, tous ceux qui ont fait un burn-out se reconnaissent. On a vraiment... c'est le corps qui dit non. Au fond, c'est pour ça que je dis que c'est une maladie, le burn-out de la volonté. On nous explique depuis qu'on est enfant, si tu veux, tu peux. On nous donne comme ressource pour faire face aux difficultés de la vie, aux défis, la volonté. Nous sommes de bons soldats, les gens veulent bien faire, donc, par la volonté, ils continuent. Et en fait, le corps finit par dire non, par nous ramener au réel, nous ramener à l'inhumanité de notre situation, au fait que le corps est en train de nous dire « tu te maltraites, ce que tu fais n'est plus possible, tu n'es plus respectueux de la vie, tu es trop inhumain, tu es trop dans quelque chose d'inhumain, stop ». Donc c'est vraiment un peu saisissant comme expérience. Et il faut en tirer les conséquences. Et les conséquences, c'est que la volonté nous égare. C'est pas la volonté. On ne réussit pas à faire quelque chose par volonté. On réussit à faire les choses par écoute. On réussit à faire les choses par désir. On réussit à faire les choses par engagement, par reconnaissance, par partage, par un ensemble de choses. La volonté, bien sûr, joue un rôle dedans, mais elle n'est pas aussi unilatérale et aussi puissante qu'on ne le croit. Il y a plein de choses sur lesquelles la volonté est impuissante. Et là, par exemple, la volonté ne peut plus rien. Le corps dit non. Donc en fait, la volonté, elle est très, très souvent beaucoup moins puissante qu'on ne le croit. Et là, il y a un immense malentendu. Ouais, c'est terrible parce que c'est la solution qui est présentée tout le temps et partout. La volonté, tenir, tenir, tenir. C'est pas vrai. Et l'écoute dont tu parles, c'est un sentir aussi. C'est bien ça. Oui, alors évidemment, là, il faudrait envoyer les gens à mes livres et à d'autres vidéos parce que c'est vraiment un très grand champ que j'essaye de développer. Qu'est-ce que c'est l'écoute? Qu'est-ce que ça veut dire? Rencontrer le monde, rencontrer la situation. Là, c'est difficile à expliquer rapidement parce qu'on est désarmé, on ne sait pas, on ne nous a jamais appris. Les gens croient que écouter, c'est s'écouter soi-même, c'est beaucoup trop étroit, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Écouter, mais là, ça veut dire écouter, ça veut dire écouter le rythme de la vie. Donc elle voit qu'il faut qu'elle prenne patience, il faut qu'elle réécoute le rythme de la vie. Et ça, c'est très important. C'est le cœur de ce que j'explique dans la théorie du bourgeon. La vie ne se contrôle pas, elle s'écoute, elle se nourrit, elle se célèbre. Donc là, le passage et la guérison de la question du burn-out, c'est vraiment ce que j'expose dans la théorie du bourgeon. C'est comprendre que la vie, ça ne se contrôle pas. Donc tout ce qu'on explique autour, gérer votre stress, gérer tout, ça ne marche pas, parce que la vie, ça ne se contrôle pas, ça ne se gère pas. La vie, ça ne se gère pas. Mais il faut faire alliance avec elle. Voilà, on fait alliance. Comment on fait alliance avec la vie? Comment on écoute la vie? Alors ça, c'est pareil. Peut-être pour comprendre, il suffit de voir comment on peut élever un enfant. Un enfant ne peut pas contrôler la croissance d'un enfant. Il grandit à son rythme. À un moment, il apprend à parler, puis il marche, puis il fait des choses, il bouge, il va à l'école. Il y a une croissance qui a son rythme propre. Donc on accompagne le rythme de l'enfant plutôt qu'on contrôle et qu'on dit « Ah non, maintenant, aujourd'hui, on ne dit pas à un enfant « Aujourd'hui, tu vas, ça y est, maintenant c'est le jour, tu parles. Aujourd'hui, tu marches. » Non, on accompagne le mouvement. Et c'est ça que j'appelle la théorie du bourgeon. C'est ça que j'essaye d'inviter. Et au fond, on voit bien que le burn-out nous montre que le modèle social, psychologique, éducatif qu'on nous présente conduit à la catastrophe et qu'il faut en changer et que nous avons à vivre une révolution radicale que j'appelle la théorie du bourgeon, c'est-à-dire le respect du mouvement de la vie qui est symbolisé par le bourgeon qui croit à son propre rythme. Il faut devenir le jardinier de notre propre vie plutôt que de devenir le gestionnaire de notre propre vie.
Le burn-out vient du fait, non pas qu'on n'ait pas bien géré sa vie, mais qu'on ait voulu la gérer. Et c'est une faute, mais irrémédiable. À l'instant où je veux gérer ma vie, je vais aller à la catastrophe. Parce que c'est une impossibilité logique. C'est comme si je disais, je vais bouger un arbre. Ben, je ne peux pas bouger un arbre, donc je ne vais pas y arriver. Ou si je bouge un arbre, je vais le tuer, parce qu'il a besoin d'avoir des racines et d'être planté. Et bien, c'est la même chose. Nous voulons gérer ce qui n'est pas gérable. Je peux gérer une partie de mon compte en banque, mes dossiers, mais je ne peux pas gérer la vie. Et c'est ça qui explose au visage de notre société. On arrive vers la fin du témoignage. Je suis vraiment reconnaissante que ce burn-out m'ait permis de m'arrêter alors que je n'arrivais pas à me sortir d'un cercle infernal. Donc ça, c'est absolument... moi, je dis, mais là, c'est bouleversant. Parce qu'on a beaucoup de témoignages de gens qui disent ça, que le burn-out, c'est atroce, mais ça les a sauvés la vie. Alors, on ne comprend pas. Si on ne comprend pas tout ce que j'expliquais avant, comment ça peut sauver la vie, alors que c'est une souffrance infinie. Elle est arrêtée, elle souffre. Mais c'est une libération, parce que ça la libère de l'inhumanité, du manque de reconnaissance, de la gestion de soi-même, d'un mode de contrôle. Donc c'est ça le paradoxe, c'est que le burn-out nous remet en rapport à quelque chose comme une vérité de l'existence humaine, une vérité de la vie dont nous étions coupés. Et donc le sens de cette vidéo, c'est comprenez ça avant d'arriver à faire un burn-out, si vous pouvez. C'est ça pourquoi j'écris tous mes livres. Si vous faites un burn-out, cessez de vous en vouloir et revenez à la vie. Et si vous n'avez pas fait un burn-out, comprenez cela le plus tôt possible. Sortez de cette illusion du contrôle et de la volonté et de vous sentir en faute d'avoir besoin de paix, de reconnaissance, d'amour, de sens. J'apprends à revenir dans mon corps, à accepter mes limites, à laisser les choses venir plutôt que de tout vouloir prendre en main. Je m'en veux un peu de ne pas avoir écouté mon ami qui me disait, quand je me plaignais de mon travail, « Qu'est-ce qu'il te dit ton corps ?» Mon corps avait envie de partir en courant, mais j'avais trop peur de me retrouver sans rien. Ça fait 1 an que je ne travaille plus et ça va beaucoup mieux. Je commence à avoir envie de reprendre une activité, mais je prends le temps de trouver quelque chose plus proche de moi. J'ai peur de reproduire les mêmes erreurs, de trop m'enthousiasmer, de vouloir faire plaisir à tout le monde, de vouloir trop bien faire. Mais je sais qu'il n'y a que dans le travail que je pourrais justement travailler mon rapport à ma propre exigence, ma peur du jugement des autres, ma peur de l'échec. C'est très beau la fin, et je dirais, ce n'est pas le fait de vouloir s'engager qui pose problème. Parce que c'est ça un peu, je dirais, l'erreur qu'on croit. S'engager, là, il n'y a pas longtemps, j'étais avec un chef cuisinier que j'adore, je voyais comment elle travaillait, mais c'est dingue, l'intensité avec laquelle elle travaille tout le temps. Et je connais plein de gens qui prennent même jamais de vacances et qui travaillent comme des fous et qui sont complètement épanouis, qui ne font pas de burn-out. Donc ce n'est pas l'enthousiasme qui crée le burn-out, c'est le refus de notre humanité. Et donc je dirais, c'est ça, c'est un moment où on s'instrumentalise et on est déshumanisé. Et donc le burn-out, c'est le corps qui dit « ne cesse de me déshumaniser ». Mais c'est important de dire ça, parce que c'est bien de ne pas finir sur... On ne va pas éviter le burn-out en vivant précautionneusement. On va éviter le burn-out en vivant avec passion, avec amour, avec désir. Il faut retrouver la passion, l'amour, le désir, l'enthousiasme, l'envie de faire des choses. C'est pas il ne faut pas se prémunir. C'est pas une bonne stratégie de vouloir se prémunir pour éviter le burn-out. C'est important pour prévenir le burn-out qu'on est dans un cadre qui est sain, qui est juste. Et effectivement, ce qu'elle dit, où nous avons appris à écouter notre corps, c'est-à-dire à écouter quelque chose d'autre que le contrôle. Le corps, c'est une métaphore, parce que quand on dit, qu'est-ce que ça veut dire écouter son corps? C'est-à-dire écouter quelque chose d'autre que le contrôle que je veux avoir sur la vie. Mais ça peut être écouter son corps, c'est écouter la vie, c'est écouter ce qu'on sent, c'est écouter nos émotions, c'est écouter les signaux qu'on perçoit. C'est extrêmement vaste.
Et quand on comprend ça, on voit bien que ce n'est pas du tout irrationnel. C'est irrationnel de ne faire confiance que dans le contrôle. On en a fini pour ce témoignage. C'est très beau, j'espère qu'il permet à chacun de comprendre le mécanisme du burn-out. On a une question de Sylvie qui se pose des questions sur sa propre responsabilité dans son burn-out et qui se demande pourquoi est-ce que je n'arrive pas à lâcher même si je sens que ma fatigue est de plus en plus grande. Et voilà, et là, il faut sortir de cette question. Cette question est perverse. Vous n'êtes pas responsable de faire un burn-out. Vous n'êtes pas responsable de ne pas pouvoir lâcher. Cette notion de lâcher est encore une performance. Donc là, c'est vraiment le cauchemar. C'est-à-dire, je suis coupable de ne pas assez bien performer, je suis coupable de ne pas pouvoir lâcher, je suis coupable de ne pas réussir à lâcher prise. Imaginez, là, la solution est le problème. J'avais une question moi-même à te poser. J'avais vu une thérapeute qui conseillait aux personnes en burn-out de travailler sur leur perfectionnisme. Oui, oui. Le perfectionnisme, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'appelle, au début de notre entretien, le fait de vouloir être parfait, de refuser notre humanité. Et le perfectionnisme, c'est le contraire de faire le mieux possible. Faire le mieux possible, c'est vraiment à partir de soi et de la situation. Le perfectionnisme, c'est en fonction d'une image que nous avons idéale. Mais dans le témoignage, moi, ce que je trouve intéressant, c'est comment on est induit, la personne ici est induite à croire qu'elle est coupable. C'est-à-dire, c'est ça, sortir du piège de la volonté, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Là, peut-être les gens disent « Ah oui, d'accord, j'ai compris, il faut que j'arrête de vouloir et que je lâche. » C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et là, il faut vraiment défaire toute cette idéologie. Parce que là, on voit comment c'est pervers, l'injonction. Et là, voilà, c'est de ma faute, je fais un burn-out, c'est de ma faute. Pourquoi je n'arrive pas à lâcher? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Ben non, tu veux trop bien faire. Le burn-out, c'est tu veux trop bien faire. Trop bien faire, c'est pas bien faire. On a Laure qui se pose la question quelles seraient vos pistes et suggestions pour aider les hypersensibles à gérer cette sensibilité encore plus présente après un burn-out? Je crois que dès qu'on parle d'hypersensibilité, on fait une erreur majeure. Alors, je peux d'autant plus le dire que j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur l'hypersensibilité, j'ai énormément travaillé la question, travaillé auprès de grands spécialistes dans différents domaines, dont je parle dans mon livre « Suis-je hypersensible ?» Et je crois que nous croyons que le fait d'être hypersensible nous rend victimes d'une hypersensibilité. Et je crois que ça, c'est absolument faux. Que quand on est hypersensible, il faut apprendre très précisément et très en détail comment vivre avec son hypersensibilité pour que ça devienne une force. Et derrière cette question, on en a eu plein d'autres. Je suis hypersensible, donc je suis plus victime, plus fragile au burn-out. C'est parce que je suis hypersensible que je fais un burn-out. Mais c'est tout à fait faux. On pourrait très bien dire à l'inverse que le fait qu'on est hypersensible nous préserve du burn-out. Si on sait faire le travail que j'explique. Parce que je suis hypersensible, donc je suis beaucoup plus sensible aux signaux que mon corps me donne, je suis beaucoup plus sensible aux signaux d'injustice que je vois dans mon travail, je suis beaucoup plus sensible aux signaux de manque de sens, à la manipulation, donc on pourrait très bien dire, le fait que je sois hypersensible me préserve du burn-out. Le seul problème, c'est que le discours général sur l'hypersensibilité et la compréhension des gens sur l'hypersensibilité, je le regrette parce que j'ai tenté dans mon livre de montrer un autre chemin, c'est que les gens s'enferment dans une détermination d'hypersensible qui les rend victimes de leur hypersensibilité. Alors moi, j'ai essayé de promouvoir l'hypersensibilité comme comprendre en détail son fonctionnement, comprendre en détail la cohérence, la logique de l'hypersensibilité pour en faire une force. Et là, je renvoie tout le monde à mon livre qui vous montrera comment en faire une force. C'est très très important. Donc je dirais, prenez appui là-dessus. Parce que
je redis à nouveau, quel est le drame du burn-out? C'est que je ne sens plus rien. Donc il faut revenir absolument au sentir de tout ce qui favorise la vie, par exemple. Alors on a une dernière question. Je suis soignante et appréhende mon retour en service de psychiatrie dans lequel j'exerce. Pourtant, je ne me vois pas faire autre chose. Comment me protéger et me ménager dans ma reprise? C'est bouleversant. C'est difficile de pas pleurer en faisant ce dialogue, parce qu'on voit bien l'intensité existentielle de ces questions. Et là, on voit bien quelque chose de très important. Les gens ont envie de travailler, contrairement à ce qu'on raconte. Donc là, on a quelqu'un qui a fait un burn-out, qui sent à nouveau, elle a envie d'aider. Elle travaille dans un service psychiatrique, elle aide les gens, elle a envie de faire le mieux possible. Mais la situation l'empêche de faire le mieux possible. Le burn-out est une maladie sociale. Ce n'est pas une maladie psychologique, c'est une maladie sociale. Quand on est reconnu dans un environnement sain, avec des moyens de faire son travail, on ne fait pas un burn-out. Donc là, c'est important de réussir à repérer l'inhumanité structurelle dans laquelle nous sommes. On peut souvent rien faire, mais au moins on voit que ce n'est pas notre faute. Ça nous permet de relativiser. Et alors après, il faut faire tout un travail d'apprendre à revenir à la vie. Et je dirais, la seule chose que cette personne peut faire, c'est tout ce que j'appelle la théorie du bourgeon, c'est-à-dire comment être en rapport à la vie. Et être en rapport à la vie, c'est qu'est-ce qui favorise la vie en nous? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on fait comme sport? Qu'est-ce qui nous ressource? Quels sont les gens qui nous aident à nous sentir mieux? C'est tout un travail extrêmement important, qui est justement la sortie du contrôle, mais qui est qu'est-ce qui favorise la vie en moi? La reconnaissance, mais plein de choses auxquelles on ne pense pas du tout. Ça, je dis même des choses aussi simples de qu'est-ce que je mange? Il y a des médicaments, c'est un lapsus tout à fait révélateur, il y a des aliments qui sont comme des médicaments, parce qu'ils nous donnent de la vitamine, parce qu'ils sont pleins de vie, et qui peuvent nous aider. Mais dans un ensemble plus large, comme le fait de sentir son corps, de faire du sport, tout cet ensemble de ce qui construit un autre rapport à la vie. Et l'alimentation, c'est tout à fait intense, parce que si je fais que contrôler abstraitement ce que je mange, ça ne va pas. Il faut que manger, c'est sentir quand j'ai faim, quand j'ai pas faim, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qu'il faut que je mange à tel moment. Et au fond, tout devrait être comme ça. C'est pour ça que, c'est un autre sujet, mais c'est pour ça que les régimes ne marchent pas. Parce que c'est une volonté déconnectée de l'écoute de mon propre corps, de ce que j'ai besoin, de ce que j'ai envie, de ce qui est juste pour moi. Et un vrai régime ne devrait pas être un régime abstrait, normatif, imposé, mais une sorte de rééducation c'est plutôt une rééducation à ce que ça veut dire manger. Et bien, c'est ça qu'il faut apprendre. Eh ben, on a fini toutes les questions et tous les témoignages pour aujourd'hui. J'espère que ça donnera beaucoup de courage et beaucoup d'espoir, parce que je crois que ce dont on vient de parler à la fin, que j'essaye de présenter en détail sur cette chaîne et sur la chaîne Dialogue, c'est vraiment d'aider les gens à comprendre comment apprendre une éducation qui nous fait défaut, qui est une éducation à la vie. On vous a éduqué à la volonté, il faut apprendre à s'éduquer à la vie. Et vous allez voir, c'est tellement génial, c'est tellement enthousiasmant, c'est tellement rassurant. Et je crois que c'est ça qu'il nous faut apprendre.